Qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Cette semaine, je suis allé à Paris. Je On va suis allé à commencer par. Paris et c'était le premier meeting de Winning by Design France, de tous les freelance consultants. C'était super sympa parce qu'en fait, alors Winning by Design en France est présent depuis 2016, je crois. Et Maxence Pindavoine a réuni autour de lui plusieurs consultants, enfin plusieurs, deux autres, Aurélien d'une part et Laurent d'autre part. Euh, et Name dropping. on a passé la certification. Il y a Laurent Sébarek, Aurélien Tardieu, et Laurent est au Canada. Il est sales coach et Aurélien s'occupe de la certification revenu architecte en France. Et dans le groupe de tous ceux qui ont passé l'assertif, on est 10, 11, 12, je sais pas, une douzaine. On va voir. On mettra le lien en dessous pour ceux qui se demandent c'est quoi Winning by Design, c'est quoi Revenu Winning by Architect. Design On est Winning rentré by en Design, détail, mais en résumé, et le lien en dessous pour les détails. c'est une société de conseil et de formation qui existe depuis 2014 aux États-Unis et qui accompagne des scale-up. Qui a développé alors pas toute une méthodologie, mais qui a regroupé plusieurs méthodos, plusieurs choses qui ont été récupérées avec cette idée phare qui est de dire il n'y a pas un entonnoir de vente, il n'y a pas juste des funnels comme ça, il faut flip the funnel. C'est marrant parce on en parlait en 2017, hein, mais c'était retourner le funnel. Retourner l'entonnoir. Voilà. Il y a cette notion de flip the funnel et de regarder le customer journey. C'est-à-dire que pour les SaaS compagnies, le point saillant des propos de Winning by Design, c'est de dire, OK, il y a le marketing, il y a les sales et il y a l'onboarding et le customer success. Et la croissance d'un SaaS, cette exponentielle, s'obtient non pas par la partie sales, mais elle va chercher sur la partie customer success. C'est en gardant ses clients, en ayant des clients toujours satisfaits qui te recommandent et pour qui tu crées toujours en permanence de plus en plus d'impact et donc qui a de l'upsell ou du cross-sell. C'est comme ça que tu vas aller chercher une exponentielle. Le fameux growth marketing, le growth fameux hacking growth comme on disait avant, marketing. qui est plus que du marketing, donc qui est un mélange de marketing, de produits sur l'ensemble de l'entonnoir, sur l'ensemble des métriques SaaS. Le fameux entonnoir AARRR, framework. On en parlera peut-être un peu plus après. Mais... Et alors, vous avez raconté quoi chez Winning by Design avec ces 12 personnes? Alors, c'est la première fois qu'on se voyait physiquement. Et c'est sympa parce qu'on a fait tous notre certification à distance. On a un Slack, tous les 15 jours, on fait des meetings, etc., des Zooms. Et là, on s'est dit avant les vacances, avant la grande coupure estivale où on va être un peu plus... il y aura les juilletistes, les haussiens. Donc, je ne sais pas si tu l'as senti, mais là, c'est la période d'effervescence. Il reste 15 jours avant les vacances, donc tout le monde est dans le rush. On s'est réunis et on s'est posé. C'était l'occasion de se rencontrer, de se parler, d'échanger. Et c'était aussi l'occasion de se dire... dans quel secteur d'activité on évolue, parce qu'en fait, quand tu parles de scale-up, que tu es aux US, tu as un marché assez large. Quand tu parles de scale-up et que tu es en France, tu commences à te dire, ouais, il y en a combien? 30, 40? Tu as l'impression que c'est le CAC 40, hein, tu vois, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Scale 40. Et le Scale 40, et en plus... dans le contexte économique actuel, il va y avoir de moins en moins de scale-up, on dirait. Il y a des licornes qui commencent à avoir les cornes découpées. Ça a l'air d'être bien carnage ce qui est en train de se jouer en ce moment. Le marché, la bulle a éclaté. Boum, le marché est en train de se nettoyer, de s'écrémer. Merci la Fed. Hein. C'est une bonne nouvelle. Et résultat des courses, ce qui moi m'a surpris, c'est de me dire, ok, je suis entouré de gens brillants. Gros track record, beaucoup ont bossé dans des grosses structures, ont participé à des projets d'envergure. Moi, j'ai jamais lancé un business où je suis passé de 5 à 100 SDR, par exemple.
avec recrutement, formation, structuration. Tu vois, c'est de cet ordre-là. Hein. T'as vraiment du senior bien sharp chez Winning by Design. Et pourtant, il y a un truc qui a fait tilt, c'est que on a tous été attirés par ce customer journey sous forme de nœud papillon, sous bow tie. Et quand tu vas dans les faits, ce qui est ressorti d'un seul coup, c'est c'est pas si évident aujourd'hui de vendre des missions de conseil. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, tiens, c'est marrant, c'était pas mal siloté dans la pièce. C'est-à-dire, tu as quand même tous ceux qui disent, bah nous, ça va, on est sales, donc on fait du sales coaching, du sales consulting, de la formation, etc. Ok. Customer success, ça a l'air d'aller plutôt pas mal. Dans la team, on a des customer success qui te disent, bah nous, on est hyper sollicités. Parce que là, d'un seul coup, l'acquisition est compliquée, l'acquisition coûte très cher. Donc on se recentre un peu sur nos clients. J'écoutais hier une interview de Jean de la Roche-Brochard, enfin un podcast dans Melting Spot, qui était en train de dire, bah ouais, là d'un seul coup, on se rend compte qu'on a des clients qui serait bien de s'en occuper, et d'une certaine façon, le fait tu chopes un client et au bout de 90 jours, il se tire, et ton CAC, il est prévu pour, tu vois, pour 1 an ou 2 ans. Donc, tu vois, il y a eu une espèce de grosse vague là pendant 4-5 ans où la lifetime value, oui, bon, c'était un concept, on savait un petit peu, mais c'était pas grave. Perdre un client au bout de 3 mois, tout est normal. Aujourd'hui, ouais, on pouvait les garder parce que ça nous a coûté un peu de thunes d'aller le chercher, celui-là. Donc, Customer Success, ça va. Et puis, tu as un espèce de ventre mou là, autour du marketing. Coucou. Marketing. Coucou, marketing. On te dit, bah, ouais, mais tu sais, en France, marketing, c'est un peu le parent pauvre, on n'est pas habitué, on n'aime pas trop ça, c'est plutôt sale. Alors, quand tu fais en France consultant et marketing, voilà, franchement, enfin, c'est même pas un vrai métier, quoi. T'es un escroc. Tu vois, quelque chose. J'exagère le trait, pas tant que ça. Et il y a eu un vrai sujet sur comment on justifie comment on parle de ROI. Nous, tu sais, on fait du marketing, on est sur du vachement long terme. Ok. Alors les sales, bah, tu peux le qualifier vite fait. Bah ouais, mais moi tu sais, je fais des interviews clients, je fais du branding, je fais du PR. En quoi c'est du long terme les interviews clients? Il y a alors, on a quand même un petit nettoyage de marché, d'accord? Donc c'est-à-dire que d'un côté, tu as start-up, scale-up, je sais pas quoi, ou PME d'ailleurs. Il y a toutes les boîtes où il y a la crise, d'accord? Donc, il y a moins de chiffre d'affaires. S'il y a le même chiffre d'affaires, on bouffe pas mal les marges. Ouais. Pricing power en baisse, donc les prix baissent, donc la marge baisse. Inflation potentiellement côté fournisseur. Voilà. Et puis alors, un bon gros niveau d'incertitude avec lequel on n'est pas très très à l'aise, d'accord? On n'est pas dans... Alors par contre ça clairement je le vois parce que chez Winning by Design c'est pas mal de consultants, de gens qui ont bossé dans des boîtes US majoritairement. Et moi qui n'ai jamais bossé dans une boîte US, qui me demandait toujours mais cette histoire de prise de risque, c'est un mythe ou c'est vrai ou c'est pas vrai ou machin, et te disent non mais si le côté risk taker on l'a pas en France, fin de l'histoire. Clôture. Le mythe, c'est pas qu'il y a de la prise de risque aux US, c'est... J'ai raté ma punchline. Mais j'allais dire, ce qui est pas un mythe en tout cas, c'est peut-être un mythe qu'il y a beaucoup de prise de risque aux US, mais ce qui est pas un mythe en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de prise de risque en France. Ça c'est ouais, merci. Ouais, il n'y a pas de prise de risque en France, ça c'est évident. Et le deuxième sujet, c'est qu'on paye pas. Il n'y a pas de prise de risque parce qu'il n'y a pas d'argent, si tu veux. C'est-à-dire qu'on a déjà pas assez pour payer un truc sûr et certain. On va quand même pas commencer à payer des trucs même pas sûrs, tu vois. Ben voilà, c'est ça. Alors, la culture, si on tu vois, fait rien, ouais, on manque aussi d'informations, d'expérience, etc. Puisqu'on ne paye pas pour faire les choses. Donc, si tu fais pas des choses, quitte à les rater, tu ne construis pas d'expérience. Donc tu ne sais pas ce qui marche, donc tu ne peux pas non plus investir sur ce qui marche. Donc il y a quand même un cercle vicieux aussi on ne fait pas les choses.
Il y a quelqu'un qui a dit ouais non mais en France c'est la culture du grattage quoi. Je dis quoi du tac au tac. Il dit ah ouais c'est ça, c'est tout ce que je peux te gratter en permanence si je peux ne pas payer, prendre du conseil gratos. Je l'ai posté l'autre jour, c'est la culture de la reski et c'est pas que dans le B2B, c'est dans l'ensemble. Bref, on va pas revenir. Une fois qu'on s'est dit ça, on en a déjà parlé. J'ai du chocolat là sur la table. Tu sais que les Français sont réputés en Nouvelle-Zélande pour aller dans les campings et pas mettre d'argent dans les Honesty Box. C'est ça. Honesty Box, c'est une boîte quand vous allez au camping. Il n'y a pas de bureau, rien. Les gens ont autre chose à faire que de gérer le camping. C'est des tout petits campings, un peu remote. Donc ils sont pas là en permanence. Donc tu as une boîte et tu mets l'argent pour ta nuit. Ouais. Les Français se passent le mot des endroits où il y a des Honesty Box pour y aller sans payer. Ouais, voilà. Bon, tout est dit. On est là. C'est un exemple. Mais j'appelle ça la culture de la reski. Et Français, il manque un truc sur l'addition. Souvent, ça va être cool. Ça va pas être excusez, tu vois. Ah oui, mais c'est pas grave, c'est une entreprise. Ah, c'est pas grave, c'est une grande entreprise. Ah, c'est pas grave, ils font beaucoup de marge. Ah, c'est pas grave, ils le méritent. Ah, ouais, c'est pas grave, sauf que là, tu t'aperçois qu'alors, on a quoi ? On a d'un côté, il y a un chouette mouvement de marché. Moi, ça me va bien. Hein. Franchement, ça me va bien. Ça veut pas dire que je galère pas aujourd'hui pour aller décrocher des budgets. Hein. La situation, elle est pas forcément, elle est joyeuse. En fait, ça me pose pas de problème parce que tu vois, il y a un truc qui m'a marqué. Moi, Jean de la Roche-Brochard, ok. Donc, il joue une partie de la thune perso de Xavier Niel via Kima Venture, et puis ils ont un autre fonds pour des tickets un petit peu plus gros. Tous les dimanches, il arrive dans ma boîte mail et franchement, il me fait ma semaine. Il me fait ma semaine parce que le gars rencontre beaucoup d'entrepreneurs, il a un très très haut niveau et pourtant depuis longtemps souvent, maintenant. Donc ouais. Et j'arrive souvent aux mêmes conclusions parce que ce que j'aime bien chez ce gars-là, c'est son bon sens. Ok. Là, il est dans un collectif via Melting Spot et lui, j'ai bien aimé son approche de dire. Le marché est en train de s'écrémer, c'est cool, on a mis de la thune, et qu'est-ce qu'on a fait ? On a formé une génération d'entrepreneurs, et c'est bien, c'est super cool parce que en deuxième, troisième, quatrième itération, ils seront à chaque fois meilleurs, et donc il joue vraiment le rôle, Xavier Niel, de dire je participe concrètement et activement à l'entrepreneuriat en France. Donc ça, je trouve ça chouette. Et on voit bien qu'il y a, il y a plus d'argent magique. Il y a, pardon ? Charité capitalistique et capitaliste. Ouais, et cool. Ouais. Franchement cool. Le mec dit ok, moi j'ai mis de la thune, c'est pas un problème. J'ai permis à des gens de tester, j'ai moi vu des idées passer, il y a eu des bonnes choses. L'ensemble de l'écosystème a appris des choses. Gagné en maturité. On a gagné en maturité. Très bien. On a fait une partie du rattrapage sur les US. Ouais. Comme dit Nicolas Collin, on est dans une économie de rattrapage. Et on vient d'en faire une partie quelque part. On finit un cycle là. Donc c'est ça. On finit un cycle. Ça va écrémer le marché. Ne vont rester que les meilleurs. De toute façon, c'est très darwinien. Il y en a un gros paquet qui vont mourir. Ça, c'est côté entreprise. C'est la même chose côté agence et côté freelance. Et c'est intéressant de voir que le marché évolue à la même vitesse pour le coup. Je l'avais pas senti comme ça. C'est normal parce que les boîtes de services sont là pour servir le marché. Donc si le marché est dans un cycle, le service suit. C'est naturel. Donc très bien. Et c'est super cool parce que qu'est-ce qui se passe ? Il y a une partie des agences qui vont... ce que je te disais, la Warren Buffett qui disait, c'est quand la marée descend qu'on voit ceux qui se baignaient nus. Et voilà. Ouais. De ce coup, tu vois tout le monde à poil. Donc tu as une partie des agences qui ont fait leur business, par exemple sur HubSpot, avec les commissions à vie. Début d'année, HubSpot dit maintenant c'est sur 3 ans. T'en as plein qui disent putain, on va vivre de quoi les gars ? Et bonjour, maintenant va falloir bosser. T'as plein d'agences qui avaient qui ont craché à la gueule des ESN en disant ouais c'est poussiéreux, c'est tout pourri. Mais ils ont appliqué exactement la même chose. Un senior qui pilote 25 stagiaires, 10 alternants et je ne sais pas combien de juniors vendus très cher. Donc ça continue encore les subventions d'alternants là ou c'est fini ? Bonne question. Je crois que ça y est encore. Hein. J'ai vu passer des posts sur LinkedIn l'autre jour. Il doit y en avoir encore. Il se plaignait d'ailleurs qu'il avait du mal à les obtenir, que c'était des heures et des heures de paperasse. Très bien, il y en a encore, il faut que ça cesse. Bosser ou faire des dossiers, au choix. Hein. Et tu as des freelances, tu as toute cette vague de freelance qui, il y a
2 ans, était salarié et envoyait des gros posts sur LinkedIn devant leur laptop, les pieds dans l'eau, le cul posé dans le canapé en mode salut, maintenant on est passé freelance. Et le CDI, c'est pour les losers, le salariat, c'est pour les branleurs. Résultat des courses, ils sont tous en train de chercher un job. Une grosse partie, en tout cas, ont cherché un job parce qu'ils n'ont pas su, ils n'ont pas été assez véloces. Et là, en l'occurrence, les indemnités Pôle emploi s'arrêtent, donc tout le monde retourne au taf. Et on a un marché qui s'éclaircit. Et ça va être intéressant d'observer ce moment-là en disant, c'est quoi les vraies questions qui sont en train d'émerger et je réalise, vu de ma petite fenêtre, que ces sujets qu'on a tendance à évoquer depuis des années tous les deux sur le Customer Journey, on a parlé de marketing moderne, on a parlé de ces choses-là. On a fait des UX Maps en direct. On mettra Ouais, peut-être et les ça liens en pop, dessous. d'un seul coup on dit, ah ouais, mais alors... On a fait des interviews de Job to be done en direct. Gars, j'ai eu des sujets de merde. Je me rends compte aujourd'hui que dans ma boîte, je faisais blablabla, blablabla. Et en fait, quand tu t'arrives, toi, avec ton Customer Journey, avec ton beau taille, avec ces aspects-là, on te dit, ah ouais, finalement, c'est vachement siloté dans mon organisation. Je sais pas, ça fait 3 ans que vous me parlez d'animement sales marketing, on en est où 3 ans seulement. Les freelances qui faisaient blablabla commencent à découvrir, on en parlait je crois la semaine dernière, les frameworks, les process, la documentation. Tiens, ok, les mecs vous mettez à faire du conseil, c'est cool, bonne nouvelle. Comment connecter son iPhone à Chrome, ce genre de documentation. Par exemple. La beauté de la documentation, vous voyez. Si vous utilisez Riverside et que vous voulez que votre iPhone serve de caméra, petit conseil, mettez-le à plat en mode paysage. Vous cherchez tout seul pendant une demi-heure, ou vous pouvez googler, ouvrir un document qui résume tout. Merci le SEO. Et l'information est là. Vous dites non, ça peut pas être ça, c'est trop simple. Bah si. Donc on va mettre ça dans la checklist. On a ce sujet-là, Philippe, aujourd'hui, de se dire, ok, 80% des boîtes, 80% des décideuses et décideurs en entreprise savent que là, au mois de juin, à la mi-juin, ils vont pas faire leurs objectifs. Ok, ça sert à rien de l'autre côté de la barrière. Quand je dis c'est mort, laisse tomber. Il y a très. On est lancé là, on est en aucun risque avec Pareto. 80% des boîtes font pas l'objectif cette année. Fin de l'histoire. La plupart des dirigeants se posent la question, non pas de. Alors, allez, on coupe en deux. Il y a la moitié de ceux-là qui vont se dire comment essayer d'atteindre quand même l'objectif, et l'autre moitié qui est déjà en train de se dire j'ai tout l'été pour préparer la rentrée et justifier pourquoi j'ai pas atteint l'objectif. C'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. C'est obligatoire. Combien de slides tu veux? C'est ça, c'est exactement ça. Donc si vous voulez, en tant que freelance, faire de la thune aujourd'hui, vous avez 2 options. Soit vous aidez le marché à atteindre ses objectifs, soit vous aidez vos interlocuteurs à atteindre l'objectif, soit vous pouvez y aller franco, vous n'allez pas atteindre vos objectifs, on va vous aider à justifier. Dans les 2 cas, tu vas toucher tu vas prendre de l'argent pour ça. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va être avec les deux. Whichever comes first. B-tester, qu'est-ce qui va marcher? Ah non, c'est pas B-tester, c'est default. Tu vois, whichever comes first, c'est comme les assurances, c'est 100 000 km ou 3 ans. 3 ans, c'est ça, ouais, c'est ça. Le premier des 2 qui arrive. Oh putain, c'est trop là, fort, ça me va bien. Donc vous me prenez pour faire l'objectif, et dans le cas où on n'atteindrait pas, pour justifier qu'on n'a pas en mode fusible en disant c'est de ma faute de toute façon. C'est implicite dans les contrats consulting habituels. Oh putain. Bah non, moi c'est pas un grand naïf chez moi. Quel grand naïf. Je suis pas naïf, je le suis, j'en sais rien. Moi je sais pas, quand je me dis viens on va essayer d'atteindre un objectif, viens on va à fond et le but c'est de l'atteindre. Sinon, si tu joues c'est pour gagner. Non. Mais implicitement, il y a aussi si vous l'atteignez pas, on va vous aider à le justifier, quitte à faire le fusible. C'est ça le consulting. Ah ouais, non, ça c'est la partie que je fais pas moi. Je m'acharne. Si j'y suis pas arrivé, je dis putain, mais les gars, on n'a pas été mauvais, viens, on rajoute un moment, on fait un truc et on va jusqu'au bout. Mais tant que ça marche pas, on tape dedans, les gars. Faut pas déconner, quoi. Ah non, j'y arrive pas. Bah non, Philippe, j'y arrive pas parce que
Parce que je peux pas bouffer. Moi, je bosse avec des petites boîtes et je peux pas bouffer le pognon des petites boîtes comme ça. Je suis payé sur la marge, pas pour sur le CA, quoi. Donc ça me fait mal au cœur quand je vois de la thune qui dégage. J'admire quand un Jean de la Roche-Brochard te dit bon, on a mis des tickets entre 150 et 1 million et on a joué. Bon, c'est des amateurs. Émotionnellement, c'est plus facile. Je m'en fous que ça soit là. Non, c'est pas plus facile pour moi, tu vois. Je me dirais, putain, c'est pour ça que je ferais pas un bon VC, parce que ça me ferait mal au cœur de me dire. Je veux être sûr. Non, en même temps, je dis ça, mais il s'assure toujours qu'il apprend quelque chose et que ça serve à tous les autres, etc., au sein du portfolio. Voilà, ils savent penser écosystème. Bon, mais nous qui sommes dans le service. Alors, tu me disais qu'ils avaient du mal à mesurer le ROI, tes copains. C'est quoi le problème ? Le problème aujourd'hui, c'est que tu as en face de toi des boîtes qui te disent qui payent un peu moins pour voir. Voilà. Le sentiment que j'ai, c'est que... Là, c'est vrai que quand il y avait de l'argent, la remarque que je te faisais un peu avant, c'est... Est-ce qu'on n'a pas le problème que pendant les années fastes, on a beaucoup levé, il y avait beaucoup de cash, est-ce qu'on n'a pas utilisé ce cash au lieu de... Enfin, est-ce qu'on s'est pas abstenu de l'utiliser pour faire les vraies réformes structurelles, les vrais investissements structurels, un petit peu comme au niveau de certains États. Est-ce qu'on n'a pas fait le structurel qu'on aurait dû faire, et résultat aujourd'hui, on n'a pas la santé qu'on devrait avoir, et on se retrouve à plus pouvoir jouer, et tester et faire de la croissance, parce que le cash a disparu, les réformes de fonds n'ont pas été faites, et là on peut plus investir dessus, et donc on se dit ok, on devient court-termiste. Mais est-ce qu'avant ça on était vraiment long-termiste ? Non. Auquel cas, quel fruit ça a apporté ? Ou est-ce qu'on était juste en train de faire, de jouer sur les diverses hype cycles, sur les effets de mode, investir sur des choses à la mode, investir sur des personnes à la mode, mais à la fin, est-ce qu'on a vraiment obtenu des résultats pendant cette période où on avait de quoi financer ? Alors, je vais te donner mon point de vue. Attends 2 secondes. D'abord, l'année n'est pas finie. Il va y avoir un peu plus de morts là sur le 2e semestre. Et là, je reprends cette excellente conversation entre Benoît Châtelier, le CEO de Melting Spot, et Jean de la Roche-Brochard, qui disait septembre 2024. Voilà, ça va se calmer en septembre 2024, la fin de les crémages, septembre 2024. Ok ? Donc, parce que fin d'année, en gros, ce qu'il dit, c'est fin d'année, là, ça continue, on dégaze. Il y aura une petite pause en début d'année parce que le temps, on va quand même boire du champagne en fin d'année, on s'en fout, quitte à mourir, mais c'est comme Titanic, quoi. On continue, la musique est là, l'orchestre est là, le champagne est là, donc ça va dépendre de Xi Jinping. Et putain, c'est vrai. Et grosso modo, on va y voir clair. Septembre 2024, on pourra compter les points, combien il y a de morts, combien reste en vie, etc. Donc là, on continue, on est sur la phase de dégazage. Vu de ma fenêtre, on s'est bien fait plaisir. Sérieux, on s'est fait super plaisir. On avait une grosse boîte d'Haribo, c'est les grosses boîtes d'1 kilo de Haribo. Tout le monde en a bouffé et on s'en fout. Et à la fin de la soirée, il en reste 5 et on est 7. Et là, on se dit, ah ouais, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vois, c'est là, on est en train d'arriver. Pardon, j'en ai perdu mon oreillette. On est en train d'arriver dans ce... Tu vois, dans ce moment où il y a ceux qui commencent à dire oh, putain, elle descend super vite la boîte de Haribo là. Merde, il n'y a plus de réglisse. Et qu'est-ce qui a bouffé tous les rondoudous là ? Ils sont où ? Déconnez pas les gars. Parce que tu sais, si t'aimes bien, tu commences. Ah, il y a ceux qui sont en train de gerber là, c'est beau. C'est les premiers, ils ont tapé dedans. C'est peut-être ceux-là qu'on mangeait trop de. Ouais, bon, ceux-là ici. Alors on s'est fait plaisir. On s'est fait plaisir. Donc, on n'a pas travaillé le long terme. On n'a pas travaillé. Okay. Mais ça se voit, Philippe. Ça fait quoi ? Ça fait 1 an et demi que tout le monde est en train de dire. Quid de la fidélisation ? Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer à se poser la question de... je vois, je fais des missions, je dis ok, quand est-ce qu'on parle aux clients ? Les couilles, les clients, on s'en fout, c'est bon, on n'a pas besoin de leur parler, ils payent les factures. Ils ont fait de la grosse, ça là. Ouais, ils ont fait beaucoup de grosses. Ouais, Alors c'est vrai qu'il y a eu cette vague aussi où le mot-clé growth hacking et compagnie est rentré dans l'écosystème français un peu sous la forme du démarchage prospection outillé et malin. Alors que c'est pas vraiment ça, et c'est vrai qu'il reste ce côté on fait de la croissance comme des bourrins qui est aussi après a été centré très sur de l'acquisition, alors acquisition avec certes des funnels un petit peu intégrés,
mais sans faire ce côté funnel complet dont on parle depuis, je sais pas, Steve Blank ou quelque chose comme ça, avec le fameux AARRR, qui vient enfin en mot-clé LinkedIn dans la sphère francophone. Je suis surpris de le voir arriver en 2023, parce qu'on en parlait il y a 10 ans, quoi. Un peu plus même. Mais bon, il est là. Mais justement, il a été assez peu utilisé, j'ai l'impression. Et on n'a pas cette vision funnel complet, c'est-à-dire de l'acquisition à la rétention. Alors que pourtant, les métriques SaaS, alors le R, on l'appelait pirate métrique, c'est un cri de pirate un peu. Les métriques SaaS, c'est bien combien ça coûte de mettre quelqu'un dans le SaaS, combien ça coûte de le faire utiliser gratos, et ensuite combien ça coûte de le garder, et combien ça coûte de lui faire ramener d'autres gens sans qu'on ait à payer pour cela, ou en tout cas qu'on paye moins cher pour ceux qu'il nous ramène. Et comment on fait pour augmenter chaque étape comme ça. Évidemment que c'est pas juste mettre plein de gens dans l'entonnoir, parce que sinon c'est pas rentable. Le principe du SaaS, c'est la récurrence. Le business model du SaaS, c'est la récurrence. Donc là, il y a un gros problème de maturité, si ce que tu me dis est vrai. Je suis pas assez dans cet écosystème pour vraiment bien en juger moi-même. Mais ça serait quand même surprenant qu'on... Enfin, je sais pas, si tu parles peut-être pas que du SaaS du coup, mais beaucoup de métiers finalement se sont appropriés ce framework analytique, parce qu'il peut s'appliquer à n'importe quoi. Et tous ceux qui prétendent aujourd'hui faire du growth marketing ou de la grosse, comme on dit en français, utilisent plus ou moins quelque chose comme le ARRR. Et l'idée, c'est que ce que tu gagnes d'un côté, il ne faut pas le perdre de l'autre. Donc il faut que le chiffre t'es un artisan, agrégé t'as pas besoin de à faire l'autre. du SaaS. T'es un commerçant, t'as tout intérêt à faire en sorte de garder tes clients, de les Les produits fidéliser d'appel chez Leclerc. et de faire en sorte que t'es La carte de boulanger, fidélité t'es un chez Leclerc, restaurant. chez Intermarché. Carte de fidélité. Mais ouais, c'est ça. Alors c'est ça. Mais même chez tes commerçants, La carte en de fait, fidélité à la pizzeria. si t'es commerçant, si t'es commerçant et que tu fidélises pas ta clientèle, faut que tu cherches tout le temps des nouveaux clients. Sauf que t'as une zone de chalandise et il y a une limite physique au sujet. Et puis tu as des coûts d'acquisition qui tapent dans ta marge quand même assez fort, sur lesquels tu n'as pas quand même la main, parce que si la compétition augmente d'un coup, ou si les canaux d'acquisition sont maîtrisés par des tiers, au hasard des GAFA, et que ceux-là décident d'exercer leur puissance de pricing, leur levier, ils viennent taper dans ta marge, quoi. Et t'as pas d'autre option. On est d'accord. Donc, et puis demain, tu as ChatGPT qui arrive, et puis après, tu as la version Bing, et puis dans 2 ans, le SEO a changé d'apparence, et tu as perdu ton trafic parce que tu as fait que des articles pourris avec ChatGPT, justement, que personne ne va lire, forcément, puisque maintenant, ils ont un chat pour leur répondre. Donc, quel SEO vous avez fait pendant 2 ans, et vous allez faire là pendant 2 ans. Donc, tout ça fait que ta marge peut être entamée par tes canaux d'acquisition. Donc oui, évidemment qu'il faut regarder l'entonnoir complet, et idéalement, quand on a acquis quelqu'un d'une certaine façon, est-ce qu'il reste plus ou moins que la moyenne? Quand tu as des boîtes qui font 15, 20 millions et que tu leur commences à parler de CAC, de lifetime value, de choses comme ça, et qu'en face, tu as des gens qui te regardent avec des gros yeux ou qui sont un peu plus malins, ils font semblant de tout piger, mais tu vois bien qu'il y a le petit sourcil qui s'est levé pendant une microseconde où tu dis tiens, lui, il a rien pigé à ce que je suis en train de lui dire. Bon, tu dis ok les gars, on est en 2023, il n'y a pas le... Pardon. Non, il n'y a pas le droit. Non, t'as pas le droit. Non, mais tu devrais même pas être CEO d'une boîte si tu maîtrises pas ces trucs-là, quoi. Enfin, au poteau, allez, au coin. Tu vas apprendre par cœur, tu copies 100 fois. CAC, lifetime value, les métriques du SaaS, c'est des données disponibles. Et aujourd'hui, on pouvait se passer de ça. Et on partage le PDF que tu m'as envoyé. C'est super résumé des... Sérieux, gars, c'est disponible. Si José Lito il l'a, tu te dis merde, si moi je l'ai... C'est que c'est une donnée qui est facile à choper, quoi. Elle est là, elle est disponible. On en parle depuis 2017. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une phase où... alors, l'impact que ça de tout ça, c'est de se dire... consultant, du coup, parce que... quand tu es consultant, ce qu'il y a, c'est que c'est marrant parce que moi, j'ai entendu, et ça fait des années que je me bats en disant « Allez tous vous faire voir, je veux pas me spécialiser dans un truc, c'est pas moi. » Point barre. José Lito, c'est pas un spécialiste, c'est un multispécialiste, c'est un généraliste. Je me promène dans le customer journey parce que je suis un touriste en dilettante. On m'a posé la question, un de mes mots-clés, artiste. Salut les gars. Sauf que ce que tu veux, mais sales, market, customer success, j'ai fait les 3 métiers en vrai, j'ai tapé le caillou longtemps. Et aujourd'hui, je me balade dans le customer journey.
Et je vois en face de moi des interlocuteurs, ils disent ah ouais mais moi je galère, tu comprends parce que je suis que là-dessus ou que là-dessus ou que sur cette partie. Et je dis bah ok, en tant qu'indépendant, ça devient super difficile si tu es sauf à être un expert hyper pointu. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui comme job en tant que consultant indépendant? Est-ce que tu peux être tout seul un cadre du SEO? Ouais, je pense. Tout dépend toujours du besoin, à qui on s'adresse et quel impact on veut avoir. Et qu'est-ce qu'achètent les boîtes? Alors, je sais pas trop de quelle boîte on parle, parce que là, c'est assez varié. A priori, Winning by Design, c'est plutôt du SaaS. C'est du SaaS. C'est du SaaS, grosse startup scale. Startup scale-up, ok. Donc ces boîtes-là, quelque part, à un moment, elles ont besoin de faire une chose. Il faut qu'elles identifient ce qu'elles ont besoin de faire, d'une part. C'est plutôt du conseil et de l'interne, de la stratégie. Et une fois qu'elles sachent ce qu'elles doivent faire, elles doivent essayer de le faire. Et pour le faire, elles doivent trouver des gens qui l'ont déjà fait. Les embaucher ou les prendre via une agence, via du freelancing, peu importe. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Et essayer de le faire avec donc des gens qui l'ont déjà fait. Je me répète, hein, désolé, mais c'est simple et bête. Une fois que c'est commencé à être fait, est-ce que ça marche? Pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche pas? Je vous renvoie à la semaine dernière, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Quelle métrique on traque? Ça vient encore avant. Et est-ce qu'on est dans la bonne direction ou pas? Si on est dans la bonne direction, on en fait plus. Si on est dans la mauvaise direction, on s'arrête 2 secondes, on réfléchit. De nouveau, qu'est-ce qu'on doit faire? Et voilà, il y a un cycle comme ça, et ça devrait être la seule chose qu'il y a à faire. Construire et vendre, c'est tout. Et donc comment? C'est construire et vendre. Tu sais, quand on revient sur du Peter Drucker, hein, innovation et marketing, et produit et marketing, créer un client et délivrer de la valeur. Le fidéliser, délivrer de la valeur, bah, c'est pas encore ancré aussi fort dans la culture. Mais parce que les gens se définissent par des activités, les gens se définissent par des titres, les gens se définissent par des métiers, les gens se définissent par des équipes et des départements. C'est la première chose qui est dans le handbook Tesla. C'est un mail qu'Elon avait envoyé à tout le monde. Attention à ne pas penser en équipe, à pas penser ils sont chiants parce qu'ils nous font ceci et nous cela. Donc les fameuses guerres sales marketing et plein d'autres comme ça, ou développeurs marketing. T'as que ça sur LinkedIn. Le product marketing, le product owner, le product manager, le chief product officer, le CMO, le head of sales, toute la journée. LinkedIn, c'est que ça. Le product marketing, la demande gen, tel canal versus tel canal. Bah ouais, et toi en face, t'as quoi? T'as un mec qui te dit juste, moi si je fais pas mes objectifs à la fin d'année, je suis viré. Et je veux mon pognon, je veux mes N milliers d'euros par mois, je veux partir en vacances, je veux mon SUV haut de gamme, je veux ma Tesla de fonction, parce que je suis un être humain et je veux me gavasse tranquillement dans la life. Et ça, waouh! En face, on te dit, faut que tu mettes un CPO, un product. T'imagines? Toi, t'as une boîte qui fait, je sais pas, N millions, on s'en fout, hein. Et tu fais quoi? Tu gères l'école? Ah ouais, mais il m'a pas laissé faire ce que je voulais, parce que dis donc, moi je lui ai dit qu'il fallait faire ça dans le produit, qu'il a pas voulu. Ouais, mais c'est pas moi, c'est le CMO, parce qu'il a dit qu'il était pas d'accord. Oui, puis notre exemple de l'autre jour avec le président qui dit oui et puis l'équipe qui dit non. Bon, mettez-vous d'accord, quoi. Tu vois, et après, tout le monde dit, ouais, Elon Musk, au niveau management, c'est un gros enculé. J'en sais rien, en fait. En attendant, tout le monde va aller bosser chez lui. En attendant, Vivatech, là, il y avait le mec qui a fait Ledger, et puis il y avait Elon Musk. Dommage pour celui qui a fait Ledger, hein, qui est brillant. Le gars, il est très bon, il est agréable à entendre. C'est un vrai maker. Et franchement, il est super bon. Et en attendant, tout le monde est allé voir Elon Musk qui dit... ça doit être la Crystal Meth, les gars, qui fait chier comme ça. Tu dis, putain, fermez vos gueules, tu vois. Enfin, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, machin, etc. Au passage, c'était assez rigolo, le public français, là. Ils n'avaient pas bien organisé la session questions, et du coup, tout le monde voulait juste on peut bosser ensemble, prends ma carte. Ça faisait un peu pitié, des gens qui hurlaient pour avoir le micro, qui hurlaient pour passer un message. C'est bon, les pays en développement, c'est pas ça. Pour dire quoi? Pour dire, j'ai pris le micro et j'ai parlé en anglais à Elon Musk. Super. Tu mets ça une ligne sur ton CV. Anyway. Apparemment. Donc, mais il y a le côté là, comme ça, messianique. On est maintenant,
d'un côté marché, en fait, on est dans un espèce de moment, et c'est intéressant parce que j'entends parler, et ça, c'est quelque chose qu'on a bien travaillé avec la team Winning by Design, et j'ai beaucoup aimé ces échanges avec Laurence Ebarek, qui est sales coach, sur l'indécision. En disant, OK, il y a quelques années, le problème, c'était le statu quo. On prend la décision de ne rien faire, de ne pas changer. OK, mais c'est une décision. Là, on prend plus de décision du tout. C'est pas on va rien changer, c'est on doit changer, on va faire un truc, on sait plus du tout comment s'y prendre, et tu as cette espèce de flottement où tu te dis c'est cool parce que le marché ne sait pas comment acheter du service, le service ne sait pas comment vendre, donc les consultants te disent ouais mais ils sont super chiants dans les boîtes aujourd'hui, ils veulent du ROI, ils veulent ça, ils veulent machin, ils veulent bidule, pas certain. De l'autre côté, t'entends les dirigeants de boîte qui te disent ouais, mais font chier, les consultants, ils sont pas pros, ils sont pas rigoureux, ils nous vendent que des slides, blablabla, blablabla. Ok. Tu te dis, ah, t'as l'impression d'être juge aux affaires matrimoniales. Alors, de nouveau, papa et maman dans un divorce. T'as dit, il faut faire les objectifs. Qui décide des objectifs? Ah, alors qui décide des objectifs à un moment donné? Si t'es le boss de ta boîte et que c'est la tienne, c'est ton board. T'as toujours un N+1 de toute façon. Et celui qui dit qu'il n'a pas de N+1, Elon Musk, il a un N+1. C'est toujours le N+1 qui donne les objectifs. T'as toujours un N+1 qui drive les objectifs. Ok. Et donc, soit si c'est tes investisseurs. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Les CEO de start-up, les investisseurs te donnent des quand je dis CEO, tu dis bla bla bla, on va faire ça, on est en train de révolutionner le monde, on fait des trucs, mission, bla 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 bla. Puis d'un seul coup, tu as les investisseurs qui disent ouais, rends l'argent. Pardon? L'argent? Je t'ai donné de l'argent. Je t'ai donné 1, c'est pour récupérer 3. Ah bon? Bah ouais. Et si je peux pas te rendre l'argent, bah tu vas prendre une gifle, c'est pas compliqué. Tu vas rendre les clés, ta bagnole, ta hype, et puis sur LinkedIn, tu vas aller dire à tout le monde que t'es une pauvre merde, que t'as échoué. Ah bah non, c'est désagréable à faire. Voilà, si, tiens, tu peux payer. Va sur BFM dire que t'as planté ta boîte. Donc, si t'as une start-up, c'est ton investisseur. Si c'est ta boîte, si t'as une boîte familiale, bah, c'est ta famille. C'est tes cousins, tes cousines, tout le monde veut gratter sa thune, a besoin de sa thune. Toi, qu'est-ce qui te donne tes objectifs, Philippe Larcher? Mes clients. Alors, on parle de mes objectifs internes. Moi, je pense toujours en service, donc je dis mes clients. Ouais. Non, mais naturellement, tu vois comment tu l'as dit, mes clients. Pour moi, c'est un sport. Donc, le client donne ses objectifs. Si l'objectif est pas ridicule, je dis ok, cool. C'est un sport, on va essayer ça. Ok. Et maintenant, mon travail, c'est de tout leur dire et faire pour atteindre cet objectif. Et comme je disais tout à l'heure, on est on track. Pour la cliente qui a des objectifs les plus chiffrés et disons une certaine maturité, un certain élan. Sur d'autres clients, c'est plus compliqué parce qu'évidemment, c'est petit. Donc, je regardais le Better Call Us live là, tout à l'heure sur YouTube. Il dit à cette taille-là, tu donnes pas d'objectif quand tu démarres. Ça n'a pas trop de sens. Ce qui compte, c'est d'avoir mais c'est un objectif aussi, d'avoir un taux de croissance régulier sur une période courte. Et ce taux de croissance qui se répète, qui soit un peu le minimum. Genre, je sais pas, toujours plus de 7% par semaine, mettons. C'est ce que font les pures startups. Ça reste un objectif. C'est pas un objectif de je veux faire 1 million dans un an, mais c'est un objectif de je veux au moins 7% de croissance d'une semaine sur l'autre. Donc, de nouveau. Et donc, qui fixe les objectifs? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut décider quoi faire et ensuite il faut le faire. Donc, il y a deux activités. L'activité de décider quoi faire. Comment on décide quoi faire. Je crois qu'on va refaire un épisode juste là-dessus. Mais il faut noter parce que sinon on n'a plus d'idées. Donc, comment on décide quoi faire. Et ensuite, comment on le fait. Et ensuite, comment on le fait? Et de nouveau, le comment on le fait, c'est prenez des gens qui l'ont déjà fait, tout simplement, qui savent le faire. Et évidemment, restez pas fixé quand vous avez commencé à le faire. Regardez ce que ça donne de la bonne façon, donc avec toutes les méthodes qui nous parviennent, du gros marketing, etc. Et qui sont des méthodes pour savoir si les choses marchent ou ne marchent pas et quoi faire ensuite. Et ensuite, vous avez ce cycle de décider quoi faire à partir de ce qu'on a déjà fait. Et pas juste à partir de deviner, benchmarker, réfléchir en principe premier, etc. Donc, comment on sait quoi faire? Les 3 choses que je viens de dire. Que font les autres qui font la même chose? Bête et méchant, ça marche. On parlait l'autre jour, tu me dis, faut faire competitive audit, etc. Mais déjà, décidez ce que vous vendez. Ensuite, regardez qui vend la même chose et regardez comment ils le vendent. Prenez un canal, allez chercher quelqu'un qui l'a déjà fait sur ce canal. Regardez ce que ça donne et décidez de l'étape suivante.
J'ai appris à simplifier un peu. Donc regardez ce que font les autres. Pensez en principe premier. Quelle est la chose la plus logique pour atteindre l'objectif recherché avec toutes les informations dont on dispose. Et puis j'ai donné quoi en troisième? Oui, qu'est-ce que je fais en ce moment? Qu'est-ce que ça donne? Quelle est l'étape logique suivante? Qu'est-ce que je peux en tirer? On peut revenir vers Modern Marketing, peut-être pour être un peu concret. Je viens de voir que suite à notre épisode du mois d'avril, McKinsey a refait un article. Ils ont dû trouver que c'était un peu outdated, Modern Marketing, quand ils ont vu notre vidéo. Et donc ils ont fait une version un peu simplifiée. Donc je les remercie de regarder notre chaîne et d'en tirer les conséquences. Ça m'a fait très plaisir. Donc on avait montré ça ensemble la dernière fois. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cases quand même. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'avais fait une version simplifiée justement. Je ne l'ai pas mis en visuel, c'est juste des listes. Mais on en a fait une vidéo, on mettra le lien en dessous. Et alors d'ailleurs, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais je comparais avec ce qu'eux ont fait comme version simplifiée pour voir si je devrais peut-être postuler chez McKinsey. Je ne sais pas s'ils font du télétravail, s'ils acceptent les nomades, les vieux nomades. Bon voilà, donc ça c'est leur version simplifiée. Et puis on rejoint, quand tu m'as parlé de tes problèmes de ROI, etc., les jours précédents, de dire les sales, ils ont du ROI, mais les marketing c'est plus dur, et puis les interviews clients, on sait pas trop. Bon bah voilà, tout est là. Les interviews clients, c'est être customer centric, et ma réponse c'était, il faut faire full funnel, José Lito. Et c'est ce qu'on avait dans la vidéo qu'on a fait la dernière fois. On a passé tout le temps sur cette histoire de full funnel. Full funnel en français, entonnoir complet. Quand on fait quelque chose à un endroit de l'entonnoir, est-ce que la valeur totale à la sortie est supérieure ou pas? Parce qu'on peut avoir gagné plus à une étape et pas à la fin. C'est le problème de l'alignement vente marketing, dont on parle tout le temps, mais il y a plein d'autres problèmes de ce genre-là qui peuvent être liés à l'onboarding, à la rétention. Oui. On travaille beaucoup chez Winning by Design. Quand on compare, tu prends deux commerciaux, tu en as un qui a l'air super, qui est successful, etc. Sauf qu'il a grillé quelques étapes et au niveau Customer Success, il se fait rattraper par la patrouille parce que sa lifetime value est beaucoup plus basse que le mec B qui fait moins de ventes, etc. mais qui travaille plus dans la profondeur ses clients et la lifetime value est plus longue. Sauf que quand tu as les sales qui ont leur métrique d'un côté, le market de l'autre et le Customer Success de l'autre, tu vois rien. Les silos, qui était le thème de nos dernières vidéos, enfin de ces vidéos qu'on a fait en début d'année. J'avais fait ça suite à une mission sur une boîte de conseil justement, un confrère de Mazar qui a une équipe marketing d'un peu plus de 20 personnes qui voulait réduire ses silos parce qu'il rencontre tous les problèmes que tu peux imaginer et dont tu nous as parlé quand on a des silos assez importants. Et en gros, ce que je leur ai proposé en termes de refonte d'organigramme, etc., c'était grosso modo ces catégories-là et d'en faire des activités à part entière d'une part et de les infuser dans toute la boîte d'autre part. Et on en revient toujours au même. Donc j'aime beaucoup cette version simplifiée. C'est à peu près la même chose qu'ici, mais avec des catégories qui me plaisent un peu plus. Tu viens de dire à l'instant les métriques, le ROI, etc. Les métriques, ça passe par être capable d'obtenir les métriques. Premièrement, et deuxièmement, être capable d'automatiser tout ça pour que ce soit gérable, parce que on parle de big data tout simplement, il y a beaucoup de données et il faut pouvoir gérer des choses qui sont à une échelle qui ne se traitent pas à la main. Donc il y a la dimension technologique, on l'a dit, il faut être centré sur l'utilisateur, on en a parlé plein de fois, on a parlé de parcours client, il faut voir l'entonnoir complet, on vient de répéter pourquoi. Il faudra quand même qu'on fasse des vidéos un peu plus tuto pour ces sujets-là. Être agile, on en parle tous les jours, être capable de tirer des enseignements, de changer d'avis régulièrement. Ça passe par ne pas faire des plans à un an et s'y tenir. Ça passe par regarder ce qu'on fait, en tirer des rétrospectives et être capable de faire des nouvelles choses rapidement, une fois qu'on a compris, qu'on a obtenu de nouvelles informations. Et puis le multicanal, prenez un canal et puis faites le marché, mais continuez sur d'autres canaux. Évidemment, selon vos budgets, selon votre taille, selon vos ressources. Mais il faut savoir faire travailler les canaux ensemble et c'est ça qui crée aussi des effets de levier qui démultiplient. Ouais, et puis il faut dépenser des sous, les gars. Pardon, mais là, il faut commencer à mettre des sous. Alors si vous on en en avez a plus, je suis désolé. Ouais, non, mais ça, c'est. Si vous n'en avez pas fait simple. Si t'en as pas fait simple, fais simple. Et faites de l'argent. Si t'en as pas, commence. Ouais, si t'en as pas, commence à faire de l'argent pour en avoir. Deux, si t'en as pas. Mets tes ambitions, aligne tes ambitions à tes finances, d'accord? Il faut avoir les moyens de ces ambitions, donc fais des trucs à 3 mois. N'arrive pas, te présente pas en disant bonjour, je voudrais faire
un plan market à 1 an, machin, ouais, t'as combien? J'ai 20 000 balles. Mais fais pas un truc à 1 an, fais un truc sur 3 mois. Mieux vaut faire bien sur 3 mois que dire non, mais vas-y, je vais tirer la sauce et puis je vais étaler le bordel pour que ça Alors, donne c'est un l'impression vrai que je dilemme. fais du marketing à 1 an. Parce qu'on a aussi donné le conseil inverse, donc ça dépend vraiment de la situation. Aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, mais tu viens de le dire à l'instant, faut pas hésiter à avoir tort, donc, mais à le reconnaître tout de suite, c'est pas grave. Oui, ça dépend du contexte, ça dépend de la situation, mais Soyons concrets même. moi je suis très à l'aise aujourd'hui Dans quelle pour situation dire... il faut dépenser un gros ticket en une fois plutôt que d'étaler? Dans quelle situation il vaut mieux étaler? Ok. Parce que pareil, quelqu'un l'a posté en SEO l'autre jour, il a dit ça sert à rien de faire un peu de SEO comme ci comme ça. Calculez votre total, il faut faire 400 articles, ça va coûter 70 000 balles, on va les faire en 3 mois, c'est parti. Et tant que vous n'avez pas ça, le faites pas. Je suis ok, très bien, mais moi j'ai fait l'exact inverse dans les situations où c'était pas approprié de faire ce qu'il propose là, et c'était pas non plus la meilleure idée de rien faire du tout. Et dans ces situations-là, on a fait 2 ans compte-gouttes, mais compte-gouttes réguliers, et on en a parlé quelques fois, on a montré les graphiques, je poste régulièrement des exemples sur LinkedIn. On a de très bons résultats au bout de 1 an, 2 ans, parfois juste 6 mois, en étalant. Donc il y a des cas où la boîte est peu mature, peu de budget, mais a envie de préparer la suite et avoir une petite baseline est tout à fait justifié. Même si c'est pas le monde idéal, c'est approprié à cette boîte dans ce contexte. Et dans d'autres cas, c'est l'inverse. On a du financement, on a compris des choses, on a des exemples, on a des benchmarks, on a des ressources, on a les bonnes personnes. Et là, on peut dire, ok, j'ai calculé tout mon entonnoir, je sais qu'il me faut tant d'impressions. J'ai fait mon analyse concurrentielle, je sais qu'il me faut 400 articles de cette qualité, de ce niveau, dans ces langues-là, avec ces clusters, avec ces mots-clés. Et j'ai un spreadsheet de 4000 lignes. Et je mets ça dans mon pipeline, je produis mes 400 articles en 3 mois, en 4 mois, et j'ai un nouveau canal. Et ça, c'est valable pour des boîtes quand même plus matures, avec les ressources qui vont bien, et avec quelque chose à vendre. Donc, je ne sais pas si tu as des nuances là sur quel cas est approprié à quoi, mais... Il faut juste savoir dans quelle situation on est pour trancher. Mais je pense que, tu sais, à force de se répéter, j'ai le sentiment que sur les 5 dernières années, il y a quand même quelque chose qu'on a vraiment... on a tourné autour, on l'a affiné, on a enlevé plein de choses et on est resté sur cette notion de maturité. Et aujourd'hui, toi comme moi, c'est la première chose que j'essaye d'évaluer. Quand j'ai un décideur qui vient me voir, c'est ok, mais c'est quoi ton niveau de maturité? Et évidemment, souvent c'est ouais, tu sais, moi j'aime bien le marketing. Ouais, c'est pas parce que t'aimes bien que t'es mature en fait. Quel est ton niveau de maturité? Et là-dessus, t'aimes quoi en marketing? Ouais, j'aime bien commencer par ok, tu penses que quel est ton niveau de maturité? Viens, on va l'évaluer. On va évaluer ton niveau de maturité. On va évaluer celui de tes collaborateurs, de ton entourage, de ton board. Est-ce que ça c'était une de mes belles grosses boulettes, un super learning de attention, le piège de ouais mais moi je suis mature, etc. Et puis tu y vas et tu as du budget, tu as tout ce qu'il faut. Et là tu te prends un mur dans les dents qui te dit bah non, on comprend pas. Glups. Et là tu es obligé de tout arrêter. Même si ton sponsor est à 100% avec toi, bah tu t'arrêtes. Personne ne dirige seul. Même pas Poutine. Personne ne dirige seul. Ouais, non, mais ça, c'est clair. Merci. Non, mais c'est super important ce que tu viens de dire, Philippe. De toute façon, personne ne dirige seul. Donc, quel collège de décision? À qui on a affaire? Est-ce que tout le monde a le même niveau de maturité? Si tout le monde n'a pas le même niveau de maturité, et on en parlait en préambule tout à l'heure, coaching, formation, consulting, c'est 3 métiers très différents. Et tu peux faire les 3, mais à quel moment tu le fais? Et il faut bien que ce soit dans la tête de chacun, que ce soit clair. D'abord, est-ce qu'on parle tous de la même chose? La dernière propale qui est sortie des forges, ça a été est-ce qu'on fait tous c'est quoi le marketing pour toi? Ça commence par là. Ok, on va d'abord faire une demi-journée et on va faire quoi? On va parler marketing. Pour que chacun se mette d'accord sur ce qu'on appelle marketing. Regarde, tous les deux, on s'est posé la question. On peut mettre beaucoup de choses derrière un mot, c'est des mots chargés. Bah ouais. C'est quoi product marketing? Ah bah product marketing, c'est ça. Tu demandes à ChatGPT, tu dis ça y est, il est en train de me pipoter, l'enfoiré, il est en train de me dire n'importe quoi parce qu'il sait pas. Et en fait, t'as des grands débats, mais c'est quoi quand tu dis, parce que tu dis que tu fais du product marketing, tu fais quoi au juste?
Ah, mais moi je fais ça, ah, ben moi je le fais comme si. Ok. Prenez le temps pour Pensez tous en ceux qui ne activité, savent pas pensez en aujourd'hui. objectif. Ah ouais. Qu'est-ce que vous faites exactement comme activité? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous Qu'est-ce faites que de vous vos faites journées? Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Qu'est-ce que Qu'est-ce vous que faites tu de fais vos de tes journées? ressources? Et qu'est-ce que vous essayez d'obtenir? Et de quoi vous êtes responsable à la fin? Sur quoi vous êtes jugé? Sur quel résultat vous êtes jugé? C'est des questions hyper basiques de consultants. C'est des questions d'enfants de 5 ans aussi. Ouais. C'est des questions qui peuvent faire mal. Et qui te permettent de comprendre de quoi on parle, parce que c'est des mots qui recouvrent tellement de choses. De nouveau, des mots comme la grosse, qui n'existe pas, on va le redire. Ah mais il fallait un truc. Écoute Philippe. Qui était là non, pour non, parler ça c'est de alors démarchage, ça, tu vois. Donc, ça je peux te l'expliquer. Ça je peux te on ne sait pas de quoi te parlent les mots. Il y a eu toute une génération de lean, la maigre. Alors on a équilibré, maintenant on a la grosse. Donc si tu fais de la grosse et du lean, ah bah là c'est bien, t'es fit. Tu vois, Voilà, c'est fit. Non mais qu'est-ce Pour que j'ai dire fait que cette les semaine? mots peuvent recouvrir des choses assez différentes selon de quelle culture vous venez. Vous parlez d'un chef de produit chez L'Oréal et d'un chef de produit au département logiciel de chez L'Oréal et d'un chef de produit chez Tesla ou d'un chef de produit je sais pas, chez Microsoft ou à la Poste, c'est pas les mêmes activités. Pas du tout. Du tout. Donc c'est pour ça qu'il faut se bien méfier définir des ça. Et une fois qu'en ce moment, en tout cas, aujourd'hui, que tu sois du côté de l'annonceur ou que tu sois du côté de l'agence ou du consultant, avant de se précipiter, encore plus aujourd'hui où les euros coûtent plus cher qu'il y a 3-4 ans, c'est super important de bien se poser, de reprendre le temps de définir ce que chacun, d'un côté ou de l'autre de la barrière, pense quand il emploie un terme. Je pense que ça, tu vois, on ne peut pas faire l'économie de ça en ce moment. Se dire, ok, quand tu parles de SEO, tu es en train de parler de quoi en fait? Quel est le dernier post que tu as lu sur LinkedIn qui parlait de SEO? Très Dilbert. Parce que, tu vois, il a... Juste qu'est-ce que tu veux? Search Generative Experience, t'as compris le truc de Google là? Ah non, j'ai pas vu ça. Ah bah, le dernier truc de Google, c'est ça va plus être, tu vas plus avoir dans Google les SERP avec des URL, tu vois. Il te crée quasiment un contenu. Il te crée un contenu ça, on peut s'y avec attendre, des ce que je disais vidéos, tout à l'heure, des le machins. SEO va changer. Search Generative Experience, voilà, ça va être et tu vas avoir donc ça va être trop drôle parce que tu vas avoir tous ceux qui vont appeler ça Search Generative Experience, SGE. Là, tu vas attends, parce que moi, là, ça fait 2 ans que je fais du SEO, je dois faire quoi maintenant? Ah non, tu fais pas du SGE, gars. Gérard, t'es dans la merde, hein, moi, je te le dis tout de suite, mon pote. Hein. Ah, ça, tu vas pas faire du SGE, tu vas faire du SGO. Search Generative Experience Optimization. Mais tu vas avoir... Ce qui arrive, c'est quelque chose qui va arriver, c'est un peu un des futurs du SEO, ça va être ça. Tu vas voir ça, d'accord? De fait, le trafic, on fera un autre épisode sur le futur du SEO. On fera un autre épisode, donc je pense qu'il faut être très précis sur ce que tu veux, ce que tu dis que tu veux faire. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut faire. Et revenez sur les... Alors, en plus, je pense qu'aujourd'hui, on a tous une échéance qui est 31 décembre 2023. Si t'es pas capable un client de créer... pour venir et me dire non, mon année fiscale s'arrête au 13 avril. Très bien, si tu veux. Mais grosso modo, là, on sait tous qu'il y a 2 quarters à finir, que ça va être chaud patate, que c'est pas maintenant que ça va s'arrêter, que la guerre en Ukraine n'est pas finie. Si votre année fiscale se termine au 13 avril, vous êtes mal parce que vous aurez pile 1 an de... Mais tu peux faire du TTM, c'est ça? Si j'ai bien retenu la leçon. Exactement, faites du TTM. Yes. Et bah tu sais quoi, sur le même client, la semaine dernière, j'ai dit tiens, j'ai pas fait de TTM sur telle segmentation. Je l'ai fait, j'ai dit ah ouais. Ah ouh. Des trucs, des images que je m'étais faites de certaines performances sur la segmentation en question. Alors c'était par origine des utilisateurs, enfin des clients, des deals, origine géographique des deals. Et j'avais en tête que certains pays galéraient un peu et que d'autres étaient pas mal. Et bah, c'était pas comme je pensais. Quand je l'ai mis en 12 mois roulants, donc TTM c'est 12 mois roulants, 12 mois glissants, j'ai demandé à GPT quelle a été la phrase la plus courante en français. Il m'a bullshité, comme d'hab. Il hallucine. Bref, j'ai fait donc 12 mois glissants de cette façon. Et bah voilà, je suis sur ce dashboard tous les mois dans le cadre d'un tempo, d'un coaching, d'un accompagnement pilotage.
Et j'ai encore réussi à me dire, ah oui, c'est pas exactement l'image que je m'en étais faite avec un autre format mensuel. Parce que tu as des pays, par exemple, ou des segments qui sont petits, et tu les vois pas beaucoup, et tu les vois, c'est petit, mais un peu plus petit, un peu moins petit. Et tu te rends pas compte de ce que ça fait en agrégé tant que tu l'as pas vraiment mis en graphique ou en chiffres. Donc oui, réfléchissez 2 secondes à vos métriques. J'avais fait un article aussi sur Poppy où j'avais traduit des extraits d'un livre là sur Amazon, Working Backward. Un très bon livre sur des managers de chez Amazon qui ont expliqué toute la méthode. Ok. Et donc il y a tout un article que j'ai traduit sur PoppyJCo où ils parlent des métriques chez Amazon. Et donc ils montrent quel effort ils mettent à définir la bonne métrique. Et ils font des versions. Ils font une V1, puis une V2, puis une V3. Telle métrique. Alors je sais pas combien de produits sur le site. Et ils font ça, puis au bout de 2 mois, ils disent bon, les produits sur le site, c'est un peu bête parce que s'il y a des produits que personne ne regarde, on est en train d'incentiver la mauvaise chose. Alors on fait les produits que les gens regardent. Ah oui, mais ça veut dire quoi des produits que les gens regardent? Bon, je sais pas, moi, au moins un clic sur le produit. Fait, bah, si t'as une personne qui a regardé ton produit, c'est comme s'il y en avait 0. Ah bon, bah t'en veux combien? Bon, alors, ok, tous les produits dont les gens ont regardé, au moins 20 personnes ont regardé la page. Ok, et tu vois, et ça évolue comme ça de façon incrémentale. Puis après, ils vont peut-être dire, mais regardez, ouvrir la page, ça suffit pas. Il faut peut-être qu'ils passent au moins 30 secondes sur la page. Ou qu'ils regardent au moins 3 pages sur le site. Etc., etc. Et puis 2 ans après, tu reviens, ta métrique, elle est très compliquée. Elle va finir dans un blog post que tout le monde va copier et mettre sur LinkedIn en disant ah non, il faut pas regarder le nombre de pages vues, il faut regarder le nombre de produits qui ont 20 visites de plus de 30 secondes. Ça, c'est bien, c'est une bonne métrique. Et les gens vont juste copier ça au lieu de faire comme Amazon, de prendre une métrique à la con, puis de la raffiner tous les mois, jusqu'à ce que ce soit une super métrique. Et une fois qu'ils ont une super métrique, ils la matraquent. Et ils vont regarder tout ce qui peut faire augmenter cette métrique. C'est une bonne métrique, donc ça va. Et puis après tu dis, ah bah attends, c'était pas une super métrique parce que je monte là mais je baisse là. Donc quelle métrique va me donner cette vue d'ensemble de mon impact? Et je pense que ça répond à la question de comment on mesure le ROI avec les bonnes métriques et puis en continuant d'améliorer les métriques et les outils qui permettent d'obtenir les chiffres. Measurement, agility. Non, mais on est donc de la culture. Donc tout ça, c'est de la culture. Parce que si tu ne comprends pas tout ça, tu ne feras jamais ces choses-là. Si ton client ne comprend pas ces choses-là, tu ne pourras jamais avoir cette conversation. C'est une conversation que tu ne peux pas avoir si l'organisation n'est pas prête à faire ces choses-là et à penser comme ça. Gars, j'ai l'impression qu'on finit tous nos staff avec cette histoire de culture. J'ai l'impression que ces derniers temps, on passe tout notre temps à... On aura dû arrêter il y a 2 ans. Morgan est venu, il nous a dit c'est la culture mange la performance au petit-déj. C'est la culture qui gagne. À la fin, c'est toujours la culture qui gagne. Strategy at the breakfast. Non, mais clairement, mais ça fait 20 ans qu'on le dit, 30 ans qu'on le dit. Je pense que c'est d'autant plus important aujourd'hui de l'appliquer. Tu vois, dans le K-Staff, j'ai bu des bières avec mes ex-founders aussi et j'ai rebouclé sur ce sujet-là. Donc, j'ai quitté Teambox il y a plusieurs années. En 2012, on est en 2023 et on se retrouve autour d'une table, on décapsule quelques binous, on tape la discute et j'atterris alors que je suis vraiment externe, tu vois ce que je veux dire. J'atterris là-dessus et je leur dis ok, les gars, votre job aujourd'hui c'est il y a plusieurs itérations et à chaque itération on perd un petit bout d'ADN, d'accord. Votre travail c'est de faire en sorte de maintenir le plus longtemps possible l'ADN de départ. Retour à la vision. Qu'est-ce qu'on s'est dit en 2007 quand on a pris nos premières binous et qu'on fumait encore des clopes? Qu'est-ce qu'on s'est dit au moment où on est passé d'une boîte qui s'appelait Probox Technologies qu'on l'a appelée Teambox? C'était quoi le délire en fait? Vous vous souvenez de cette conversation? Ouais, ça part de là les gars. On a documenté? Non, on aurait dû. Et il y en a un des deux founders qui a dit si, j'ai retrouvé un doc de départ, un Word de départ. Ok, tu prends ça et tu sais quoi, tu es en 2023, ton taf c'est de marteler ça à chaque fois que tu onboardes quelqu'un, etc. Et évidemment le faire quand tu as 10, 15, 20 000 collaborateurs, des centaines de milliers de collaborateurs, c'est un truc de ouf. Mais j'avais bien aimé la phrase de Feu Germinal chez Mathieu Stéphanie. Il disait la culture, c'est ce qui choque les gens quand ils se font onboarder. C'est ce qui choque les gens quand ils sont onboardés? Ouais. C'est-à-dire c'est-à-dire tu rentres dans une boîte, les trucs qui te choquent, c'est les vrais morceaux de culture, c'est les vrais marqueurs de ta culture. Qui te choquent positivement ou négativement? C'est-à-dire, je ne comprends pas quand tu dis qui te choque. Question de positif ou négatif. Non, c'est juste que ça te fait waouh. Choquer, c'est pas positif ou négatif. Choquer, ça veut dire que
tu t'y attends pas, c'est pas une habitude, c'est pas dans ta culture à toi, c'est pas quelque chose de socialement acceptable dans ta culture à toi, c'est pas quelque chose de socialement acceptable dans la culture mainstream extérieure à la sous-culture, à l'organisation dans laquelle tu rentres. Donc ça te choque, parce que ça se fait pas chez toi. Okay, je sais pas. Okay. Ouais, si je le vois au Galaxy en ce moment, ils recrutent des gens, ils te disent, nous, il n'y a pas de télétravail. Il n'y a pas de télétravail chez Galaxy. Voilà. Alors, c'est assez nouveau que ça choque, ce genre de choses-là, mais... ah oui, c'est vrai on n'y arrive pas, on ne sait pas faire. Par contre, ils disent, les gens arrivent à 10h30 chez eux, bah ça me choque, tu vois. Ou un mec arrive en réunion 3 minutes de retard, bah non, il rentre pas, parce qu'il avait plus de 2 minutes de retard, et les gens qui ont plus de 2 minutes de retard rentrent pas dans la réunion. C'est choquant. C'est de la culture. Chez Amazon, les gens passent les 20 premières minutes de la réunion à lire en silence un document écrit de 7 pages qui a été préparé à l'avance. Et si le doc est pourri, il va s'en prendre une. Si c'est pas clair, ce qui me choque, c'est d'avoir bossé dans des boîtes où n'importe qui rentre en plein milieu d'une réunion, pose son cul, donne son avis, repart, et tout est normal. Et c'est toi, ça te choque, mais quand c'est normal dans toutes les boîtes où tu as été avant, le fait que la personne qui fasse ça se fasse rembarrer, ça va te choquer. Ouais, ok, capté. Ouais, d'accord. Très bien. Je garde. C'est juste. Et j'ai beaucoup aimé cet angle. Ça te permet de te dire, ok, est-ce que ça c'est vraiment un élément de culture ? Et si oui, comment je peux choquer la personne le plus tôt possible dans son onboarding ? Comment j'en fais un rituel, un élément de découverte ? Et tu as ce petit choc qui va te donner la goutte d'adrénaline qui fait que tu vas t'en rappeler et que tu dis, ah oui, ici ça se passe comme ça. On est des animaux sociaux, c'est ça la culture. Donc là, on l'a dit la dernière fois, c'est une sous-culture. C'est une culture d'organisation, c'est une sous-culture d'une culture plus large, d'un pays, d'une région du monde, d'une société, etc. Et d'une époque. Donc, qu'est-ce que c'est que cette sous-culture ? Qu'est-ce qu'on fait ici, qu'on ne fait pas forcément ailleurs, mais qu'ici est vraiment très important ? Et bah, si tu as ça, finalement, tu n'as plus besoin de manager et de micromanager. Et donc, les décisions se prennent plus vite, plus souvent, et tu as ce compound effect. Parce que sans décision autonome valent mieux que 5 décisions micromanagées. Ouais, je sais plus qui m'a... Enfin, si, je sais qui m'a parlé. C'est pour ça que l'Amérique bat l'URSS. Bah ouais, il m'a dit, ouais, mais je lui ai donné un cadre. Je lui ai dit, ben non, tu lui as donné un cadre, fallait lui proposer une culture. Il dit, comment ça ? Une culture, c'est un métacadre. Bah ouais, c'est un métacadre. Tu peux pas donner un cadre, c'est toujours trop restreint. Donne un métacadre et après fous la paix aux gens. Après, modifie ta culture. C'est un vrai job de... C'est difficile, hein. Il y en a qui te diront une culture, ça se décrète pas, ça. Bah en fait, tu devrais t'y consacrer. Ça se décrète à la fondation, mais pas après. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Enfin, tu vois, aujourd'hui, tout le monde est en train de me dire, mais comment c'est possible que vous divorciez de façon aussi agréable avec ta nana ? Mais ça fait 20 ans qu'on est ensemble, gars. Et en fait, on a une sous-culture dans ce couple. Tu vois, c'est pas dans la culture de dire félicitations, mais j'ai envie de te féliciter. Ouais, mais tu peux. Mais en fait, je peux le dire, je le dis publiquement parce qu'on s'est dit, bon, mais alors finalement, on décrète quand cette date de divorce ? On s'est dit, bon, ouais, cette année, c'est un peu short. Bon, viens, on se le fait l'année prochaine. Quand ? Bah, le 21 juillet, comme ça, c'est la même date que le mariage. On n'a qu'une date à retenir. Joli. Et on se tape dans la main. Et d'un seul coup, on est deux à être soulagés en se disant, OK, on a une date, on est d'accord, on a tout mis à plat, c'est noté, c'est clair dans notre esprit. Tu es là présentement dans le logement. Et je suis chez moi, en fait. Je suis chez moi. Toi et chez ton ex. Chez mon ex, qui est chez elle maintenant. C'est acté pour nous, c'est très clair. Je suis invité. En coloc, quoi. Je suis en coloc, mais en fait, quand tu poses la question, je fais volontairement un décalage. Je sors du business parce que je le dis, quand tu sors de ça, dans l'immeuble où je suis, là, les voisins me disent, mais on comprend pas votre truc, là, vous êtes séparés, pas séparés, qu'est-ce qui se passe, etc. Nous, on est très clair, on est très à l'aise parce que on a vécu 20 ans où finalement, au début de notre relation, c'est ce que tu dis, et je me permets parce que je le tilte maintenant, c'est-à-dire que vous avez cette sous-culture tous les deux en disant, ouais, moi par contre, je suis comme ça. Je suis comme ça dans ma life, dans mon monde, ça se passe comme ça, on va avancer comme ça, et tout s'est fait très spontanément. Et quand je dois expliquer à des jeunes enfants, parce que dans le Kestav, qu'est-ce que j'ai foutu cette semaine ? J'ai expliqué à mon neveu de 12 ans ce que je faisais comme métier, parce qu'il ne comprenait pas que je regardais des vidéos YouTube en plein jour, en disant, mais tonton, tu fais quoi comme métier ? Pourquoi ? Ben, je sais pas, tu regardes des vidéos sur YouTube. Bah ouais, ah ouais, d'accord, je comprends. C'est jamais les mêmes vidéos que tu regardes des tas de trucs très différents. Mais quand j'ai mes neveux et nièces qui me demandent comment je me sépare de leur tata, en fait, et que j'explique,
Ils sont super à l'aise, ils comprennent très bien. Donc je suis d'accord avec toi Philippe, c'est des questions pour des enfants de 5, 6, 7 ans. Et c'est des questions Jusqu'à 9. jusqu'à 9, même là jusqu'à 12 en l'occurrence. C'est pas des questions simples. Pourquoi t'aimes S'ils sont Tata et smart que vous... jusqu'à 12. Pourquoi t'aimes Tata et que vous vous quittez quand même? Allez, réponds à la question. J'aime Tata, mais Eh ben, quand tu es dans une entreprise, il y a des questions que des gamins vont te poser, tu dois y répondre facilement, rapidement. C'est un boulot compliqué et je pense qu'en ce moment, qu'on soit dans des entreprises en tant que dirigeant, qu'on soit des consultants, on ne doit pas avoir peur d'arriver, et merci parce que tu parlais de mini framework, on ne doit pas avoir peur d'arriver avec quelques questions, pas beaucoup, simples d'apparence. mais d'autant Et plus dur. et ouais, on passera peut-être pour des cons, soit on se fera jeter, soit on dira ouais, mais ça c'est facile, hein, c'est bon, t'as que ça à me proposer, tu dégages. Hein. Euh, Bah, c'est un bon signe. Si tu te fais virer pour ça, c'est que. c'est que Ça t'es n'arrive dans pas tant que ça, le- étonnamment. Et c'est Non. pour ça qu'il faut oser y aller. C'est qu'en général, on dit ah ouais, bonne question. C'est plus comme ça que ça s'est reçu en général. Ouais, Il faut oser exactement. y aller, ça, c'est notre boulot. On peut se le permettre parce qu'on n'est pas dedans et c'est même à ça qu'on sert. Très bonne conclusion. Cet épisode est complètement parti en vrille, a été sponsor. Alors, non, on C'était peut le prévu dire. d'avance. On a Sponsorisé essayé par de Red faire Bull. un script. On peut dire qu'on a essayé de faire un script et qu'on s'en est pas sorti sur ce coup-là. Si on- Mais si on j'ai peut noté dire ça, mais- J'ai noté pour Non, il faut l'épisode que je fasse d'après le script et que je. Ouais, comment on c'est décide bien. quoi faire. Mais ça, on Mm. l'a déjà dit. Faut revenir là-dessus. Et, Puis on parlera peut-être du hype cycle, mais non, ouais, comment on décide quoi faire? Bon, on l'a bien amené. Dites-nous si vous voulez des formats plus tuto ou autre et sur quel sujet. Toujours à l'écoute. On est en train de commencer un peu le montage. Cet épisode sera probablement assez peu monté. J'aimerais bien qu'on refasse un épisode quand même sur le nouveau modern marketing McKinsey, parce que bah, vu que ça a été simplifié, Ouais. c'est intéressant de reboucler dessus. Allez. C'est jamais une mauvaise chose que de Tu sais repasser quoi, dessus. faisons un épisode un peu plus pratique au tuto sur chacun des 6 items. Oui, ouais, très bien. Allez, deal. C'est vendu. Allez, à plus. Ciao, bonne semaine.